sound of sleigh bells on reindeer only come this time of year. With Dasher, Dancer, Prancer, and Vixen, run, run, Rudolph, oh, you will be missed when Santa Claus gets his paws on his red sleigh. When his elves clear the shouts, he'll go flying on his merry way. He's spreading joy all along the
Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette troisième édition déjà des discussions du guerrier ou du placotage des guerriers avec Hakim Benzakour. Allô Hakim, Hello. ça va bien? Oui, merci, et toi? Oui, ça va très bien. Donc là, on était dans le chat là, juste avant. On était en train de discuter qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Et donc, ce qui nous est apparu, c'est une discussion qu'on avait commencée il y a quelques temps sur la définition d'une hypothèse. Hakim a un background en philosophie et moi, j'ai un background en sciences. Et on s'est rendu compte qu'on avait quelques disparités là, sur la définition même là, d'une hypothèse. Donc, alors qu'en science, là, c'est le fondement de la science, quasiment, l'hypothèse. Moi, ça m'a énormément étonné qu'il y ait une différence si fondamentale dans notre compréhension. En fait, on n'arrivait même pas à se comprendre parce qu'on n'avait pas compris qu'on avait une... Tu m'arrêteras si je me trompe, mais je pense que réciproquement, on n'avait pas compris qu'on ne disait pas le même mot quand on disait hypothèse. Et donc, Ouais, on soupçonnait pas qu'il pouvait y avoir plusieurs définitions d'hypothèses. exact, C'est quand même exact. spécial. Et donc, je me suis dit qu'on allait reprendre une partie de cette discussion-là et peut-être même pousser plus loin. Donc, pour les prochaines 40-45 minutes, eh bien, on va essayer de voir où est-ce que ça nous amène de discuter d'une hypothèse, autant du côté science que du côté philo. Ça te va, Hakim? Ben oui, ben oui. Excellent. Donc, je te propose que tu nous donnes ta définition, toi, de hypothèse, peut-être dans des termes, peut-être d'un point de vue non philo, d'un point de vue philo, puis ensuite je donnerai ma définition d'un point de vue scientifique, puis on pourra voir où est-ce qu'il y a des disparités, puis où est-ce qu'il y a des ressemblances. Est-ce que c'est une démarche qui aurait du sens? Je pense que oui. Ben, Alors, déjà en partant, c'est drôle parce que tu me demandes de donner un truc qui serait non philo, contrairement à quelque chose qui serait philo, mais la définition en philo ressemble à ce qui serait non philosophique finalement. d'accord, donc dans le langage Donc, vernaculaire, là, ce serait plus proche du terme de philosophie, c'est ce que tu dis? ben, je pense que oui. Et, tu sais, ben, mettons pour moi qui a pas fait de science, une hypothèse, c'est vraiment une conjecture. C'est une réponse provisoire que éventuellement tu vas vérifier ou tu vas tester. Euh, Puis en philosophie, c'est pas très loin de ça. C'est plus subtil, mais c'est pas très très loin. Donc, OK. Je pense que là-dessus, puis c'est là où c'était difficile de faire la différence. Je pense que là-dessus, on s'entend. C'est-à-dire que en science, l'hypothèse est indissociable du terme hypothèse de recherche. C'est-à-dire qu'on a un moment où on a fait une revue de la littérature. Qu'est-ce qui existe dans la littérature? Et puis, on va tirer des conclusions de cette chose-là. Et en arrivant au bout de la question, là, en arrivant au bout de notre revue de littérature, qu'on a regardé qui a dit quoi, on va tirer une hypothèse de ça en disant, bon, mais si telle personne a dit ça, si telle personne a dit ça, si telle personne a dit ça, alors ça doit vouloir dire telle chose. Et ça, c'est notre hypothèse. Donc, on part de cette hypothèse-là et on va essayer au courant de l'étude, là, au courant de l'article scientifique qu'on est en train de d'écrire à ce moment-là, de valider ou d'invalider l'hypothèse en question. Donc, de dire est-ce que j'avais raison de penser cette chose-là ou est-ce que j'avais tort de penser cette chose-là. Et là où moi, ça m'a super gros étonné, c'est que j'ai eu l'impression que dans la démarche que tu m'indiquais au départ, euh, donc, de prendre, mettons, tel auteur a dit telle chose, tel auteur a dit telle chose, et d'arriver à une conclusion, pour moi, c'est ça l'hypothèse. Donc, ce que toi t'appelais une conclusion, moi j'appelais ça une hypothèse. Ok. Ouais, sauf que, ouais, ok. Mais là, faudrait peut-être faire un peu de mise en contexte. Oui, exact. Parce que là, ça renvoie directement à la discussion qu'on avait eue avant. Tout à fait. Donc, Euh, je te laisse mettre en contexte. Ben, pour ce bout-là, là, par rapport à la conclusion, c'est parce que euh, on parlait en fait du rapport à philosophie et science et au monde d'aujourd'hui finalement. Puis,
Puis en fait, c'est ça, je pense que Benjamin était surpris de constater qu'en philosophie, on part d'un... Souvent, on part d'un préjugé, puis D'accord. on raisonne pour arriver à un préjugé plus subtil. Donc Oui, oui, là, exact. c'est un peu caricatural et grossier, mais des fois, c'est pas loin de ça. Ben, Puis ben, là, en fait, peut-être pour expliquer encore plus ma position, c'est que quand tu arrives à la fin de ton raisonnement, mais comme tu n'avais pas vérifié tes postulats initiaux, mais pour moi, le raisonnement final n'a pas plus de sens ou il n'est pas plus intéressant que tes postulats initiaux l'étaient, tu sais. ouais, ben c'est ça. Là, on revient au sujet de la mésentente sur l'hypothèse. Exact. C'est que c'est ça. Mais en fait, je pense que sur le fond, c'est pas bien différent. C'est une question de rigueur au final. Ben, c'est ça que C'est-à-dire je que me suis la demandé. revue de littérature est pas la même. Dans le fond, parce que je me suis posé cette question-là. Peut-être qu'en fait, on a la même définition, mais on n'a pas la même rigueur sur le terme en soi. Pour moi, de regarder une revue de littérature ou de faire une revue de littérature, c'est pas parce que je suis dans un domaine qui est où on va aller faire de l'expérimental. Tous les résultats qu'on obtient, on les obtient via de l'empirique. Donc, on va faire une expérimentation, on va comparer les résultats, etc. Et il ne nous viendrait pas nécessairement à l'idée de s'arrêter au concept de la littérature. Sauf dans des cas très très précis où on fait par exemple une revue de littérature systématique, où là l'objectif même de l'étude, c'est de regarder ce que l'on connaît en tant que société. La science a une certaine connaissance là, qui est établie par une certaine limite, puis cette limite-là, elle est un peu floue parce que il y a plein de monde qui sortent des articles, et éventuellement, on veut essayer de dresser c'est quoi les limites pour savoir okay, à quel endroit ça sert d'aller pousser un peu plus. Donc là, il va y avoir des études sur ça en question. Mais le résultat final, c'est même pas tant la revue de littérature que quelles sont les limites encore. Et donc, de notre côté, on ne s'arrêtera jamais à notre hypothèse de recherche. On va toujours aller un peu plus loin en disant, bon, mais puisque j'ai cette hypothèse, on va aller la vérifier. Et, vous, en philo, j'ai l'impression que vous avez des hypothèses de départ et vous arrivez à une hypothèse finale. Est-ce que ça aurait du sens de le dire comme ça? Euh, non, parce que le mot hypothèse n'est pas utilisé euh, pour voyons, pour identifier une partie d'une enquête. Le mot hypothèse, souvent, il est utilisé seulement pour quand il s'agit de différencier les types d'inférences. Fait que, par exemple, on va dire, OK, ben, il y a l'induction, la déduction, puis il y a l'hypothèse. C'est le OK. genre de contexte où ce mot-là va être utilisé, mais on va jamais commencer, par exemple, mettons, même aujourd'hui, là, on va jamais commencer en disant voici mon hypothèse de recherche, puis voici comment je vais justifier ma méthodologie, puis voici par où je m'en vais. Uh-huh. C'est pas. Il y a un peu de ça, parce qu'évidemment, faut que tu partes de quelque part. Tu peux pas partir d'absolument tu sais, ex nihilo. Là. C'est sûr que. Complètement le vide. Non, ben c'est ça, tu sais, les gens au doctorat ou les professeurs de philosophie sont informés de ce qui se fait en philosophie. Tu Uh-huh. sais, ça correspond un peu à ce que tu appelais la revue de littérature. C'est sûr, tu vas partir de d'autres articles qui ont été écrits, etc. C'est pas la notion d'hypothèse telle que tu l'entends ou que tu le décris n'a pas vraiment sa place. OK. Mais Euh, juste pour être plus clair, quand tu mentionnes induction et déduction, l'arrivée de l'induction et l'arrivée de la déduction, c'est des choses sur lesquelles on a extrêmement confiance, c'est ça? L'arrivée. Ben, mettons, je fais un processus déductif, j'arrive à la fin, et donc là, j'ai confiance dans la conclusion qui est obtenue via une déduction. Ouais. Est-ce que le niveau de confiance est le même en induction? Non.
Donc, Non, tu n'auras pas une confiance absolue là, sur un processus inductif, c'est ça? non. Ben, sur papier, non. OK. Mais dans la réalité, on a quand même confiance. D'accord. Parce que je me demandais, en fait, si dans cette triade-là là, de déduction, induction, hypothèse, si dans le fond, l'hypothèse, c'est lui sur lequel tu avais le moins de confiance, finalement. Euh, non, c'est pas. Quand on parle d'inférence, on pense surtout à des mécanismes de raisonnement. C'est pas le trait distinctif, c'est vraiment que c'est des mécanismes différents. C'est pas leur niveau de confiance ou le niveau de confiance qu'on peut leur accorder. Tu sais, à ce titre-là, ultimement, probablement que l'hypothèse est, je sais pas moi, plus fiable que l'induction. Mais au final, quand tu cherches à renforcer une hypothèse ou à renforcer un raisonnement inductif, tous- les deux procèdent par l'expérimentation empirique. OK. Fait que c'est à peu près les mêmes justifications de la fiabilité. Par contre, c'est pas le même cheminement mental. Ouais. Mais hypothèse référerait pas à un mécanisme comme déduction et induction, là, c'est ce que tu veux dire? Dans ce cas-là, oui. L'hypothèse, en fait, le terme plus technique là, en philo, c'est abduction, OK. induction, déduction et abduction. Puis une autre façon de l'appeler, c'est l'inférence à la meilleure explication. Puis l'idée, c'est que c'est une façon de résoudre un problème. Donc, mettons, tu vois une voiture, puis il n'y a pas de conducteur. Ben, Tasse-toi. tu vas générer un paquet d'explications à cette observation-là. Tu vas te dire, OK, ben, tu sais, puis là, ça dépend de ta créativité, mais tu pourrais sortir avec trois quatre explications concurrentes. Genre, c'est une voiture automatique, là, c'était sans pilote, Ouais. ou le pilote a sauté de son auto il y a une minute, ou le pilote est penché puis je le vois pas, etc., etc. Puis là, tu vas sortir plein de modèles explicatifs, puis ensuite, tu vas sélectionner celui qui te semble le plus plausible. Puis ça va être ta conjecture ou ton hypothèse. C'est juste C'est que ça. on voit le cheminement mental qui a été suivi diffère des deux autres. C'est de la déduction puis de l'induction en ce sens-là. OK, donc si je comprends bien, c'est tu vas, mettons, établir un ensemble de postulats plausibles et ton hypothèse, c'est un de ceux-là que tu trouves le plus plausible. Ouais. Ben, ce serait ta meilleure explication. C'est un paquet d'hypothèses ou de conjectures, Uh-huh. mais ton hypothèse, ça va être celle-là que tu sélectionnes, puis c'est un peu arbitraire. Mais en même temps, ça a de l'air qu'on fonctionne comme ça, tu sais. Uh-huh. Là, je veux juste mentionner à Oliviandre que on conserve sa question. Je veux juste pas qu'on perde le fil parce que tu as dit c'est des hypothèses et ensuite la meilleure dans tes hypothèses, c'est ton hypothèse. Ben, pas- là, je parle pas d'une démarche qui serait scientifique. Tout à fait, tout à fait. Je parle d'une démarche qui serait très banale, là. Oui, oui, dans la vie de tous les jours. Là. Ouais, je cherche pas à faire coller ça à la méthode scientifique du tout, là. Je veux juste dire que ça fait partie des mécanismes qu'on a, ou en tout cas qu'on a théorisés, qu'on pense avoir, là, nous les humains, pour résoudre des problèmes. Mais en fait, ce qui m'intéressait dans la façon que tu l'as mentionné, c'est que ici, c'est tous des hypothèses et que celle que tu choisis, c'est aussi une hypothèse. Mais c'est la tienne. Genre, puisque c'est ton hypothèse, puisqu'il y a le déterminant possessif dedans, elle devient plus importante que les autres. Non. Non, faut pas. Non, non, je pense pas que personne se sente personnellement concerné par une hypothèse plus qu'une autre, là, puis qu'il y a un rapport de Mais c'est juste que possession. j'essaie de déterminer parce que j'ai aussi envie d'appeler tous les autres trucs des hypothèses. Tu sais. Des hypothèses, dans le fond, au sens vernaculaire du terme, tu sais, c'est une explication d'un phénomène.
une explication plausible d'un phénomène, ou plausible ou non, hein, on pourrait avoir une hypothèse complètement farfelue, mais dès que tu essaies d'expliquer quelque chose, finalement, puis que cette explication-là, elle n'est pas absolue, c'est une hypothèse que tu fais sur l'explication du phénomène. Mais je pense que à cause du fait qu'on utilise le terme hypothèse sur tellement de niveaux différents, lorsque un de nous utilise le terme hypothèse, finalement, on ne sait plus exactement dans quel niveau sur ces hypothèses-là on se situe. Parce que quand j'essayais d'expliquer à mon ami comment moi je le retrouvais, là, d'ailleurs, elle est peut-être avec nous actuellement, comment moi je le déterminais, je me suis retrouvé dans le cas où, dans notre discussion, donc on fait toutes nos expérimentations, on regarde les résultats, on analyse les résultats, puis ensuite de ça, on va prendre les résultats-là, puis on va en discuter. T'sais. On va essayer de trouver où est-ce que les résultats concordent avec la littérature scientifique, où est-ce qu'ils discordent avec la littérature scientifique, et tout ça. Et puis, éventuellement, on va essayer d'expliquer pourquoi il y a certaines différences avec ce que d'autres personnes ont trouvé par avant. Et ça, c'est une hypothèse. Mais j'avais pas envie de l'appeler hypothèse, juste parce que je trouvais que ça faisait confusion avec le terme d'hypothèse scientifique, là, qui est pas du tout à cet endroit-là de la recherche, mais qui se passe en amont de notre recherche. OK. Et cette hypothèse-là, pour moi, ressemblait beaucoup plus à celle que tu mentionnais lorsque tu étais arrivé à la fin de ton processus de réflexion. Mm-hmm. Si ça te va, j'aimerais ça répondre à la question quand même là, de Oliviandre. Est-ce que tu l'as lu? Ouais, je vais la relire, là. Et donc, est-ce qu'il y a une discussion entre thèse et hypothèse? Est-ce qu'il y a un lien à faire entre les deux? J'avoue que durant tout mon cégep, je me suis posé cette question-là. Est-ce possible de démarrer un doctorat avec une hypothèse et de ne pas pouvoir la vérifier? Ah oui. C'est Hippo cheval. Ça, je peux répondre à la deuxième partie de la question. Clairement, en fait, ne pas vérifier une hypothèse, pour nous, en sciences, ça signifie l'infirmer. En fait, il y a autant de... si je dis que je n'ai pas vérifié mon hypothèse, en fait, je l'ai infirmée. Il y a deux cas. Ou à la limite, tu pourrais arriver à la conclusion que c'est impossible de vérifier cette hypothèse-là parce qu'il y a des limitations fondamentales. Là. On pourrait imaginer, par exemple, que t'avais pas compris au départ qu'il y avait des phénomènes quantiques dans le truc, et puis tout d'un coup, tu te rends compte que c'est fondamentalement impossible là, d'aller vérifier ce que tu voulais vérifier. Donc là, la conclusion de ta thèse de doc, là, ça pourrait être que on n'a pas les outils techniques, on n'a pas la connaissance fondamentale pour pouvoir même aller vérifier ce phénomène-là. Généralement, quand on parle de ne pas vérifier, dans notre cas, on va dire que ça a été infirmé, c'est-à-dire que tu avais ton hypothèse de départ sur laquelle tu t'étais basé sur la littérature, et à la fin, tu dis ça, c'est juste pas vrai, je m'étais trompé. Donc là, dans ce cas-ci, c'est tout à fait permis là, de finir ta thèse en disant que je m'étais trompé. C'est quelque chose de tout à fait louable. Est-ce que ça arrive en philo aussi d'arriver au bout de sa conclusion en disant que je m'étais trompé, ou par... Ouais, Non. mais comme vous n'avez pas initialement le concept de prédire, en fait, c'est ça. Je pense que c'est là la différence fondamentale. Nous, on tente de prédire qu'est-ce que la littérature, à partir de la littérature, qu'est-ce que si je fais une expérience, ça va donner. Mm-hmm. Vous n'avez pas ce concept-là, c'est ça? Non, puis ça cherche pas à faire ça non plus. Est-ce que ce serait pertinent? De prédire, je sais pas. Tu sais, parce que moi, je le vois peut-être un peu comme de la revue de littérature, puis c'est peut-être vraiment pas la bonne façon de faire. Mettons qu'on se dit qu'il n'y a pas d'expérimental dans vos trucs, mais on pourrait se baser sur les anciens écrits ou les plus récents écrits. Quand je dis anciens, moi, je pense à il y a 20 ans. donc, on n'est pas du tout dans le même time frame, là, mais des écrits préalables, puis d'essayer de formuler avant même de regarder ce qu'il y a dans la littérature, de dire, mais moi, je pense telle chose, et est-ce que les autres pensent comme moi, puis d'essayer de trouver un consensus, ça n'aurait pas de sens, en fait. Hein? Souvent, je sais pas si ça aurait pas de sens, là. Ça pourrait avoir du sens, c'est sûr. C'est juste que
rendu là, faut se poser la question, tu sais, quel rôle la philosophie joue. Uh-huh. Tu sais, at large, là, c'est quoi, qu'est-ce que ça fait un philosophe ou qu'est-ce que ça essaie de faire? Uh-huh. Puis c'est sûr que si à une certaine époque c'était censé être de la science, ben aujourd'hui, si tu veux, tu sais, si tu veux poursuivre cette lignée-là, ben tu vas en science, pas en philosophie. Uh-huh. Y a pas, parce que tu sais, notre compréhension de la science est tellement proche, on a tellement intégré l'aspect de la prédiction. Puis, À cause de la science. ouais, ben ça, à cause de la science, on peut pas. Tu sais, si la philosophie ne peut pas prédire quoi que ce soit, on peut pas penser comprendre quelque chose. Uh-huh. En tout cas, je sais pas si c'est clair, là. Je, Euh, je pense que oui. En fait, ce que tu dis, c'est que si le domaine de la science, c'est le domaine de la prédiction des phénomènes physiques, ben, on peut pas prétendre que la philo, ce serait de la science, en fait. Ce serait juste quelque chose d'autre. Ben, c'est sûr, c'est pas de la science. Puis ça, tous les philosophes le savent, là, ou tous ceux, toutes les personnes qui étudient en philosophie sont bien conscients qu'elles sont pas en train de faire de la science. Puis je pense que pas mal tout le monde est au courant de ça. Là où ça devient un peu touchy, c'est quand, quand les gens en philosophie, ou les philosophes, on en voit peut-être plus en France, mais ils commencent à faire de l'analyse du réel, puis donnent leur opinion sur ce qu'ils pensent être vrai et faux. Uh-huh. Puis d'habitude, ça, c'est une job qu'on accepte qu'il soit réalisé par la science, justement. Donc, on voit pas trop pourquoi la philosophie pourrait se targuer de faire la même chose. C'est-à-dire, au nom de quoi elle peut faire la même chose. Mais la démarche qui est réalisée par ces personnes-là, est-ce que c'est une démarche scientifique, pseudo-scientifique, ou c'est juste simplement que ils essaient d'avoir la même fonction, mais par une démarche différente? Euh, Moi, je te suggère de remonter ta je pense caméra qu'il un essaie tout petit d'avoir la peu, même ok? fonction. Je te suggère de remonter ta caméra un tout petit peu. Ah oui, Pardon. ben non, c'est Ils- bien correct. donc, excuse-moi, je t'ai coupé un peu. Mais non, tu l'as bien. Je pense que tu l'as bien dit, là, c'est censé être une autre démarche, mais qui a plus ou moins la même fonction. Ok. Mais ça, je pense que c'est une erreur. Tu peux pas. Tu peux pas en philosophie t'attribuer cette fonction-là. Quand on regarde, par exemple, les, par exemple, mes professeurs au département de philosophie, ce qu'ils vont faire, c'est de l'histoire de la philo. Donc, ils vont faire de la recherche sur les philosophes, les philosophes souvent décédés, Donc là, quand on pour... parle de recherche dans ce cas-ci, c'est quasiment de c'est l'anthropométrie, là. historiographique. Ouais, de l'histoire. Ok. Ouais, c'est ça. Puis, autrement, ils vont aussi... ils vont toucher à des sujets plus contemporains, par exemple la philosophie politique. Ben là, ça va vraiment être euh, ça va être plus proche de ce que tu décrivais tantôt, là, c'est-à-dire de prendre tous les articles des 20 dernières années, puis d'en faire une genre de synthèse, puis d'essayer de pousser ça un peu plus loin, voir qu'est-ce qui manque, puis par où on peut mettre les efforts. Ça c'est fait. Ok, je t'arrête 2 secondes. Ouais. Les écrits qui sont pris à ce moment-là, est-ce que c'est des écrits qui sont également des revues de les choses d'avant ou c'est des gens qui ont des réflexions à un moment donné, puis tu prends toutes ces réflexions-là et t'essaies de dresser un portrait de ce que ça pourrait être? Tu sais, si tu as, mettons, 4 personnes qui ont dit des choses qui sont dans le même thème, mais qui sont 4 choses complètement différentes, ben, tu peux en faire une synthèse puis dire, OK, ben, telle personne a dit telle chose, telle personne a dit telle chose, ça doit Mhm. vouloir dire que. Ouais. Il y a quand même des gens qui n'écrivent pas des synthèses, là, c'est ce que je veux dire. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais c'est pas c'est ça, c'est parce que en tout cas personnellement moi je trouve ça éclairant de voir la philo comme une genre de tradition.
Fait que c'est vraiment des écrits ou des pensées qui passent de main en main puis qui sont alimentés finalement au cours des générations. Mais au final, ça résulte un peu à un jeu de téléphone arabe. Puis, au sens où Ouais. le propos est modifié, mais puis on pense qu'on parle de la même chose depuis le début, mais là, aujourd'hui, Uh-huh. c'est très différent. Puis, en tout cas, tout ça pour dire que ça fait en sorte que, oui, on a toujours vaguement un- en arrière-plan une référence à ce qui s'est fait avant. Puis, étudier la philosophie, c'est étudier ce qui s'est fait depuis le début. Ça fait ton background. Mais une fois que c'est fait, on n'a pas le même besoin de systématiquement revenir justifier un peu ce qui nous motive à écrire en faisant appel à ce qui s'est fait avant. Donc là, C'est comme une culture générale si on veut, mais c'est pas là pour justifier ce que tu vas écrire. OK. Tu vois, c'est là où on rentre dans ce que je comprends pas. Ok. Euh, parce que, mettons, là, moi, là, paritaire, le scientifique du lundi, alias Benjamin, je décide de d'écrire quelque chose. Là. Qu'est-ce qui justifie que ce que j'ai écrit a, premièrement, plus d'importance que Charles Taylor? Euh, Pourquoi ce serait plus vrai ou moins vrai? Tu sais, sur quoi vous pouvez vous baser si s'il n'y a pas d'empirique derrière et si vous n'avez pas besoin de vous baser sur, mettons, une construction à partir d'écrits précédents, en disant, OK, cet écrit-là, on a une bonne confiance, donc on peut l'utiliser comme base d'édition pour augmenter. Si vous ne pouvez pas faire ça, parce que finalement, chacun est libre d'écrire ce qu'il veut, finalement, comment est-ce que tu fais pour juger qu'un auteur est meilleur qu'un autre? Euh, ben, comment Ben, tu fais pour attends, juger? je reprends ma question parce que c'est pas tout à fait ce que je veux dire. Ok. Pas tant qu'un auteur est meilleur qu'un autre, mais que la thèse développée par un auteur est meilleure qu'une autre. Parce qu'on s'en fout en fait de qui l'a écrit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est écrit dedans. Donc, que ce soit Pierre-Jean-Jacques ou que ce soit Charles Taylor, c'est ce qu'il a dit, c'est intéressant. Je m'en fous un peu de qui l'a écrit. Mais comment je fais pour juger que ce qu'il a écrit, c'est plus pertinent que ce que quelqu'un d'autre a écrit? Est-ce que ça t'a plus ou moins stimulé intellectuellement qu'un autre écrit? C'est très subjectif. Ouais, d'accord. Tu sais, c'est parce qu'il faut vraiment s'enlever de la tête que la philosophie, c'est un quelconque rapport avec le vrai et le faux. Tu sais, s'il y en a qui essaient de faire ça, ok, fine, là, mais normalement, ou ben normalement, en général, même si ça peut avoir l'air de ça, c'est pas vraiment ça l'activité. Tu sais, la philosophie, c'est vraiment une question de travailler des perspectives. Tu essaies de regarder des problèmes de plein d'angles différents ou d'analyser des résultats de plein d'angles différents. Le choix est donné à la créativité puis à l'originalité. Tu essaies de stimuler intellectuellement les autres. Quand tu lis de la philosophie, c'est ça qui est le fun. Les thèses des philosophes sont toujours farfelues puis n'ont pas rapport, mais puis ils vieillissent toujours mal. Mais si on se concentre là-dessus, ben c'est sûr que ça a l'air niaiseux comme activité, mais le but, c'est pas de faire des thèses qui s'avèrent vraies puis qui nous informent sur le monde, je sais pas quoi. Le but, c'est pas nécessairement ça. C'est en grande partie d'entretenir d'entretenir une curiosité puis un goût pour la recherche. Donc Est-ce ouais. est-ce qu'en ce sens-là, on pourrait dire, là, puis peut-être que c'est réducteur, mais est-ce qu'on pourrait dire que la philo, sa fonction, en fait, ce serait une fonction de préparation, c'est-à-dire que tu laisses toutes les idées bouillonner là, sans vraiment refuser ou accepter une en particulier. Tu laisses tout ça bouillonner et puis éventuellement, il y a peut-être une chose qui va sortir puis on va se rendre compte que ça, on est capable d'aller le vérifier de façon scientifique et là, tout d'un coup, ça sort du champ scientifique et ça devient une science. Est-ce que ça pourrait être une des fonctions de la philo? Ça sort du champ Ben, scientifique. du champ philosophique, pardon, et ça devient une science. Ouais, ben c'est arrivé.
souvent. Mais oui, non, je comprends que c'est arrivé, mais est-ce qu'on pourrait considérer que c'est une des fonctions de la philo ou c'est juste arrivé par accident parce que c'est pas quelque chose sur lequel les philosophes espèrent que ça arrive, mettons? Non, non, c'est sûr, c'est une des fonctions. Tu sais, souvent on fait la distinction entre pseudosciences et sciences, puis on serait tenté de ranger la philo dans pseudosciences, mais moi je préfère le terme pré-science. On pourrait appeler ça Souvent c'est... incubateur pour être plus trendy. Ouais, incubateur, tant qu'à faire. Mais c'est parce que ça se veut rationnel, ça se veut raisonné, ça se veut savant. Mais Par pourquoi? contre, C'est ça que je comprends pas. S'il n'y a pas moyen d'aller vérifier pourquoi une thèse est plus pertinente qu'une autre, pourquoi essayer d'être rationnel et pas juste émettre des opinions qui sont potentiellement farfelues, mais qui sont pas argumentées? Dans le fond, une autre façon de le dire, c'est que si vous partez des postulats sur lesquels vous n'avez pas vérifié ces postulats-là, pourquoi vous partez de ceux-là et pas simplement dire la thèse que vous avez au bout? Pourquoi vous partez d'un postulat pour l'expliquer plutôt que juste dire ce que vous voulez dire et dire ce en quoi ça découlerait de faire ça? il y en a qui le font. Mais après, c'est sûr que dire d'où tu pars, c'est une bonne mise en contexte, là. Mais aussi, ça peut justifier parfois ce que tu fais. Puis, c'est une genre de preuve, si on veut, que c'est intéressant et que ça mérite d'être discuté. Tu sais, c'est parce qu'on va partir d'une problématisation surtout. Dire, OK, par exemple, on... je sais pas moi, on remarque que dans l'utilisation médiatique, dans l'utilisation des mots dans les médias, on parle beaucoup des quartiers défavorisés comme des jungles. Puis, moi, personnellement, j'y vois un problème. Puis, pourquoi j'y vois un problème? Parce que j'associe ça à... Je, Oui, oui, je d'accord. l'exprime. Donc là, Je vais l'associer à, tu sais, euh, des problèmes qui ont déjà été soulevés avant, genre du racisme systémique ou des choses comme ça. Donc là, tu pars pas de rien, mais en même temps, tu pars pas d'une base nécessairement solidement empirique, là. Tu sais, t'as pas fait de recherche pour voir la récurrence du mot dans... Ou tu pourrais le faire, mais tu vas te baser sur une autre recherche ou je sais pas quoi. ouais. Mais le but, c'est juste de prendre l'attention de tout le monde puis de le focaliser sur ce que toi, tu perçois comme un problème. Ouais, ouais, Puis je vois. ensuite, travailler là-dessus puis le développer. C'est vraiment juste pour mettre les choses sur la table. Ouais, je comprends. En fait, on a une différence sur le terme hypothèse, mais on a une différenciation aussi sur le terme de postulat initiaux. Pour moi, le postulat initial, c'est des hypothèses qui ont été vérifiées par le passé. Ouais, Donc, nécessairement, en fait, je vais baser mes idées de recherche, je vais les baser sur... Quand je vais lire, en fait, une étude scientifique, eux, ils vont arriver à la fin dans la discussion, ils vont émettre certaines hypothèses pour expliquer pourquoi tel ou tel phénomène est apparu, puis on s'attendait à d'autres choses. Mais ils vont pas les vérifier parce qu'on ne peut pas tout faire dans une seule étude. Et moi, en tant que chercheur ou étudiant-chercheur, je vais regarder cette hypothèse-là, je vais dire, ah, c'est intéressant. Puis là, je vais prendre elle, mais je vais la creuser plus en profondeur et je vais regarder toutes les autres choses qui ont été dites autour de cette affaire-là pour formuler une hypothèse que je pense qui explique mieux la chose ou peut-être qu'elle explique de la même façon. Tu sais, ça se peut qu'eux, ils ont très très bien réfléchi à pourquoi quelque chose est arrivé, puis je vais aller vérifier ça. Mais ça veut dire que mes postulats de base qui vont créer ma recherche, c'est d'autres recherches préalables. Alors que ce que tu mentionnes sur tes postulats de base, ce n'est pas nécessairement des idées qui ont été émises par quelqu'un d'autre sur lesquelles tu vas continuer à continuer, mais c'est plutôt des problématiques que tu observes dans le vrai monde, finalement. non, ça peut être des idées aussi, là. C'est un peu tout ça. Oui, oui, Euh, mais c'est pas obligé de partir de quelque chose que quelqu'un d'autre a dit. Ça peut être une idée que tu as, puis tu dis, OK, je vais commencer à réfléchir sur cette idée-là. ouais. Je commence à cerner un peu plus là, la différence. Je ne sais pas si les gens aussi. Nous, on a trois discussions dans le corps là-dessus. Mais moi, personnellement, je trouve ça extrêmement choquant. Là.
pas dans le sens je suis fâché, là, mais dans le sens surprenant. Parce que les seuls moments où on va accepter de ne pas être sur du groundé, ça va être dans de la recherche qu'on va appeler la recherche exploratoire. T'sais. La recherche exploratoire, on va se lancer dans une recherche sur laquelle on n'aura aucune hypothèse. On va juste dire, OK, ben on sait tellement pas où aller, on n'a tellement pas de connaissances préalables qu'on va juste partir un phénomène, puis voir où est-ce que ça va aller, puis on émènera une hypothèse pour l'expliquer par la suite. Donc ça, c'est le seul cas où on va potentiellement ne pas avoir d'hypothèse préalable sur la recherche. Et donc, tu sais, j'ai très fortement ancré en moi l'obligation de prédire où est-ce que je m'en vais au moment où je commence même ma démarche de l'expliquer, tu sais. Ouais, ben là, c'est parce que je pense que tu sais, tu dis que t'es choqué, puis je comprends ton utilisation du mot, mais je pense que ce sentiment-là, il partira pas tant que on s'en va pas de la tête que la philosophie, c'est pas, ça ne peut pas prétendre et ça ne veut pas prétendre et ce n'est pas de la science. C'est pas, Uh-huh. tu sais, est-ce que tu serais choqué d'entendre je sais pas moi, quelqu'un qui travaille dans une boulangerie te dire, hey, j'ai une hypothèse sur le pain que tu devrais acheter ou je sais pas quoi. C'est On probablement a... le sien, hein? ouais, c'est ça. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que tu comprends que dans le contexte, son utilisation du mot va être correcte. Puis en tout cas, il y a pas de quoi être choqué, quoi. Tout à fait, mais, c'est... mais, mais cette personne-là, elle va pas écrire un livre, puis elle va pas écrire des articles scientifiques, tu sais. Mais non, mais attends, c'est parce que les articles en philo, c'est pas des articles scientifiques, c'est des articles universitaires. Mais c'est pas. Mhm. Il y a des critères de rigueur qui sont très. Tu sais, qui sont empruntés à la culture scientifique puis à la culture universitaire. Fait que tu lis ça, puis c'est. Mettons, pour rendre ça un peu comique, c'est la même police d'écriture, puis les mêmes marges. Uh-huh. Non, j'exagère un peu, mais c'est sûr, c'est inspiré de. Ça appartient, ça fait partie de la culture universitaire, de la culture scientifique, mais ce n'est pas un article scientifique. Même si c'est publié dans Ouais. des revues qui jouent à peu près le même rôle, ce n'est pas des articles scientifiques. Mais ça fait pas un peu un mélange des genres, non? Ben oui, c'est sûr. Puis c'est confondant. Puis c'est pour ça aussi qu'après, on a l'impression que la philo, des fois, elle se trempe là où elle devrait pas, là. Mais je pense que c'est purement une apparence parce que normalement, ben, je pense que les gens qui font des articles comme ça, de cette nature-là, dans les universités, sont très très conscients euh, de l'absence de démarche qui est comme Scientifique, là. nécessaire Ouais. finalement, qui définit la philo. Donc ils vont faire attention à ne pas prétendre être autre chose que ce qu'ils sont. Ensuite, quand on parle d'un livre qui est publié, tu sais, vraiment sur tablette là, ben ça c'est à la portée de n'importe qui. Puis je veux dire, il y a des scientifiques aussi qui sortent de leur domaine pour publier des essais, puis ça, Oui, rendu là, c'est juste faire circuler des idées ben tout à fait. En dans fait, les librairies, là. même si on prend des scientifiques, à partir du moment où tu écris un livre, le livre, en termes de puissance pour convaincre, c'est vraiment très faible. Mhm. À la limite, c'est du niveau de l'opinion. Tu sais. Et donc, on va prendre les livres pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire l'idée d'une personne qui a eu envie d'écrire quelque chose, mais ce sera jamais aussi important qu'un article scientifique, voire qu'une méta-analyse qui va analyser plusieurs articles scientifiques ensemble pour essayer d'en dresser vraiment un meilleur portrait. Donc, tu sais, moi, à part les textbooks, là, qui sont, mettons, des trucs pour les étudiants ou des choses qui font une synthèse de la littérature, mais encore une fois, elle ne sera pas validée par d'autres scientifiques. C'est une personne qui l'émet. C'est assez faible là, comme niveau de... Donc pour moi, j'ai pas de problème avec la partie livre, j'ai un peu plus de problème avec la partie article, mais je comprends je, je comprends dans un sens qu'il y a comme une tentative d'apparence, mais que derrière, si on s'intéresse au fond, on se rend compte que ça s'arrête à la forme, cette apparence-là. C'est ce que tu dis? Oui, puis ça, tout le monde le reconnaît. Ok. Il y a
je pense que ça peut être complexant, mais rapidement, il faut que tu l'assumes parce que c'est clair, très très clair pour n'importe qui, justement, comme tu dis, qui se penche dessus un peu plus en profondeur, que rapidement tu te rends bien compte que c'est purement formel, là. Uh-huh. Puis je pense que c'est correct, puis dans la mesure où tu sais, la culture universitaire en général, là, même si les départements produisent autre chose que des articles scientifiques, euh, c'est pas un mal parce que la culture universitaire va quand même favoriser un environnement intellectuel qui prône la rigueur, puis peut-être le- certaines vertus intellectuelles qu'on va retrouver dans les écrits. Genre les écrits de philosophie, tu sais, les articles sont d'une qualité nettement supérieure que n'importe quel livre que tu trouves sur la tablette. Uh-huh. Puis cette qualité-là, on l'évalue à la rigueur du raisonnement, au nombre de sources aussi. C'est mieux défendu. Puis aussi, c'est que les sujets sont très, très pointus, puis Est-ce que... très Pardon. complexes. Est-ce qu'il y a aussi un système de revue par les pairs qui est fait sur les articles publiés en philosophie? Oui, mais c'est pas le même système ni la même fonction. OK. Puis là, après, je veux pas parler trop à travers mon chapeau parce que moi, personnellement, je publie pas, là. Genre, je suis pas super coutumier avec Pas encore rendu là. Non, c'est ça. Euh, mais de ce que j'en comprends, c'est que oui, effectivement, il y a des revues qui sont formellement à peu près identiques aux revues scientifiques. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un comité de sélection, il y a une revue par les pairs, Uh-huh. puis la revue est vendue très très cher, puis blablabla. C'est la partie Euh, vendue très très chère là, qui les intéresse dans le processus. non, ben c'est une question de prestige. On va pas se vendre pour du petit pain. Donc là, l'idée, c'est que t'as cette même structure-là, puis c'est elle qui va trier entre qui va avoir finalement le dernier mot en termes de qualité, là, quelle publication est une bonne publication, puis laquelle ne l'est pas. Sauf que il y a aucun critère objectif. Ouais, c'est ça. C'est là que ça devient touchy. Alors que Ça peut aller rapidement vers le copinage, cette affaire-là. oui, même si tu te dotes de mécanismes là, pour empêcher ça, là, genre faire ça à l'aveugle, des choses comme ça, Uh-huh. rapidement, tu peux tomber rapidement dans des situations très irrationnelles. Ouais, Genre, tu choisis l'article seulement parce que le sujet t'intéresse plus. ouais. Puis on avait eu Alors un que... exemple de ça avec, je pense, un mathématicien qui avait soumis un article vraiment bidon avec plein de mots-clés qui avaient été trouvés dans une multitude de littérature philosophique pour montrer que c'était super facile de publier sans être vraiment incommodé. Mais si on allait vraiment dans le fond, on se rendait compte que cet article-là, il disait rien du tout, là. Ouais, ben ça, c'est l'affaire Sokal. Sokal. Ah oui, oui. Merde, c'est quoi son prénom? C'est Alan. Alan Sokal, Je oui, l'écris. exact. Yeah. Ben, Mais d'ailleurs, lui, vas-y. c'est super important ce qu'il a fait, là. Puis en passant, c'est pas. À mon souvenir, c'est dans des revues de Cultural Studies. OK. C'est Ah, pas c'est pas tout en à fait. philo, c'est en sciences humaines. Ouais, mais en même temps, ça aurait pu être fait avec des revues de philo. C'est un peu hasard là, que ça. Ben, non, c'est pas un peu hasard, mais bref, ça aurait très bien pu se faire dans les revues de philo. Mais c'est très important ce qu'il a fait, parce qu'il a vraiment montré, gros comme le monde, que c'est très arbitraire. Puis aussi que c'est même frauduleux. Mais ça, cette affaire-là, faut la remettre dans le contexte aussi de la philosophie telle qu'elle est pratiquée dans disons la tradition française en philosophie, qui est quand même très très différente de pas mal partout ailleurs dans le monde. Puis je pense que d'une certaine façon, au moins directement, Alan Sokal, il s'attaquait à ça. Mais bref,
Depuis, il y a eu d'autres cas comme ça, là, de gens D'accord. qui font des articles bidons, puis c'est extrêmement alarmant parce que ça, ouais, c'est ça, ça montre que la prétention de Mais rigueur, ben, elle peut être utile, peut-être qu'il mais y elle avait a un aussi ses limites. fondement profond hein, dans ce que Alan Sokal a écrit. C'est juste que lui-même s'en était pas rendu compte. Ben, encore là, c'est sûr que si un des rôles de philo, c'est stimuler la pensée, il y a plein de façons de stimuler sa pensée, hein. Uh-huh. C'est pas juste des écrits savants, je sais pas moi, l'art ou des sensations fortes, genre la guerre de tranchées, mais c'est vrai que je pense pas que là, il y avait aucune intention, ou l'intention était même de l'inverse, là, De l'inverse, de exact. caler, caler toute prétention de stimulant. Bon, je vais être obligé de nous arrêter maintenant, Hakim, dans le feu de la discussion. J'avoue que je trouve que le format 40 minutes, c'est un peu court. Mais oui, donc je devrais nous couper maintenant puisqu'on arrive au bout de notre discussion. Mais est-ce que tu as une conclusion sur que les gens pourront ramener à la maison par rapport à la discussion qu'on a eue jusqu'à maintenant? Euh, Mon Dieu, non. Moi, je pense que Je- moi, si j'en ai une, en fait, ce serait que la philo, c'est un incubateur à la science. Je trouve ça tellement beau comme. Ah non, faut pas se limiter à ça, là. Ça a plein d'autres vertus, la philo. En fait, Une des fonctions. prochaine session, on va discuter des bons côtés de la philosophie. Excellent. Parce que là, faut pas tomber dans le bashing de la philo. C'est sûr, faut être critique, mais faut aussi regarder les bons côtés, parce qu'il y en a. En fait, c'est puis des côtés même assez essentiels. Mais déjà, un incubateur, moi, je trouve ça beau, là. Ouais, c'est beau, sauf que c'est comme ça devient. Ça en fait comme une discipline subordonnée à une autre. Ah ouais, ouais, tout à fait. Et, Ce qui est pas. et ça a Ce qui est un son peu. objectif à soi également. Ouais. Bon, mais merci beaucoup, Hakim. Ça a été super intéressant, encore une fois. La philosophie est la reine de toutes les sciences. Tu vois, Puis, c'est l'autre côté de l'incubateur. Hein. Si tu as donné naissance à à toutes les sciences, eh bien, éventuellement, hein, c'est toi la mère ou la reine. Hein. C'est pas subordonné, c'est au-dessus. petite parenthèse, j'encourage tout le monde, vraiment tout le monde, à aller voir l'histoire de Alan Sokal. Vraiment, c'est. Puis, j'aimerais ça aussi qu'on y revienne la semaine prochaine, Benjamin, si ça te dit. Écoute, moi, ça me va entièrement. C'est une histoire que je trouve absolument extraordinaire. Ouais, puis c'est très important. Bon, mais merci beaucoup, Hakim. Ça a été un plaisir de t'avoir au placotage des guerriers. Ben oui, merci à toi. Et puis, ben, c'est le scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science et bonne philo. Salut tout le monde. Bonne journée.